Merci de l'accueil de vos deux commissions. C'est extrêmement, je crois, important et pertinent pour ce pacte finance-climat que nous allons vous présenter. Donc effectivement, je pense, Madame la Présidente a mentionné qu'il y avait toujours du climato-scepticisme. J'espère simplement qu'il n'y en a pas à l'Assemblée nationale vis-à-vis à la fois de la gravité du potentiel du réchauffement climatique et de l'urgence à en prendre la mesure. Et voilà. Alors, disons une dizaine de minutes, moi je vais vous redire cette réalité du réchauffement climatique, l'urgence qu'il y a à le traiter. Donc voilà, disons que le réchauffement climatique se traduit dans l'atmosphère avec les années récentes étant vraiment les années les plus chaudes depuis 150 ans, avec cette spécificité que 2016 a été l'année la plus chaude, c'est une année El Niño, donc ça c'est un phénomène naturel. Mais disons que ce qui est important de retenir, c'est vraiment ce réchauffement dans l'atmosphère. Alors, ce n'est pas une surprise, ce réchauffement dans l'atmosphère, d'une certaine façon, puisque à travers les activités humaines, l'augmentation de l'effet de serre, nous augmentons la chaleur disponible pour l'ensemble des composantes du système climatique. Nous avons augmenté à travers l'augmentation du gaz carbonique de plus de 40%, du méthane plus que doublé, du protoxyde d'azote plus de 20%, avec des sources, une origine bien connue, les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre étant liés disons, plutôt au gaz carbonique. Eh bien, nous avons vraiment cette certitude que la chaleur disponible a augmenté de 3 watts par mètre carré, ce qui est un peu plus de 1%. En fait, l'effet de serre, c'est un phénomène assez simple. Ces gaz à effet de serre piègent une partie du rayonnement réfléchi, une fois que le rayonnement solaire est réfléchi à la surface de la planète. Ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé par l'atmosphère. Alors, c'est important de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, mais 93% de cette chaleur supplémentaire vont dans l'océan. Et donc, dans l'océan, en fait, on a vraiment le témoignage du réchauffement climatique à travers, en particulier, l'élévation du niveau de la mer, qui est de 3 mm chaque année, à peu près, en moyenne. 1 mm lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et une large partie du reste liée à la fonte des glaces, en particulier le Groenland et l'Antarctique, disons, contribuent de façon sérieuse, presque pour moitié, à l'élévation du niveau de la mer. Donc nous avons dans l'océan, où l'essentiel de la chaleur se retrouve, à la fois ce double indication du réchauffement climatique, réchauffement de l'océan, expansion thermique, et fonte des glaces. Alors si on regarde vers le futur, évidemment, il n'y a pas de surprise. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on prend des risques de réchauffement importants à la fin du siècle. Voilà ce qui pourrait arriver si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Des réchauffements moyens de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, avec des réchauffements plus importants sur les continents, et en particulier sur les hautes latitudes nord, où ils pourraient dépasser 10 degrés. Les conséquences de ces scénarios émetteurs sont, disons, dans beaucoup de domaines. En fait, nous avons l'habitude de les classer. Ces graphes viennent du dernier rapport du GIEC. Nous avons l'habitude de les classer en 5 catégories. Disons la première, et vous voyez que si on va vers le scénario émetteur, 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, c'est énorme. Hein, c'est aussi important que le changement entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, mais 50 à 100 fois plus rapide. Eh bien, disons, vous avez ce degré d'importance des impacts. Eh bien, tous les impacts sont très élevés si on va vers 4-5 degrés à la fin du siècle, avec cette idée que le climat n'est pas stabilisé. Donc, les 5 catégories, des choses, disons, au niveau de l'océan, l'acidification de l'océan, avec liée à l'entrée du gaz carbonique dans l'atmosphère, dans l'océan. L'océan pourrait être 2 fois plus acide à la fin du siècle qu'il ne l'était au début du siècle dernier. Et ça touche en particulier tout ce qui se forme à partir de calcite. Les extrêmes climatiques, alors on a beaucoup de questions actuellement. Je viens encore de passer à France Info tout à l'heure sur le lien possible, qui n'est pas du tout établi d'ailleurs, entre la situation qu'on vit aujourd'hui et le réchauffement climatique. Mais globalement, disons, il y a vraiment un risque que les extrêmes deviennent plus extrêmes, même si sur des situations particulières comme aujourd'hui, il est difficile de porter un diagnostic. Les populations sont affectées, c'est très clair. On va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, parce qu'il y a des régions où il y aura moins de précipitations, plus d'évaporation. C'est le cas, par exemple, du pourtour méditerranéen, j'y reviendrai. La sécurité alimentaire, la sécurité au sens strict du terme, c'est-à-dire que le GIEC mentionne très clairement, disons, le risque
mentionne très clairement le risque de conflits violents. Quand on regarde par rapport aux populations, disons l'influence du réchauffement climatique, le principal risque, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Je suis en fait au Conseil économique, social et environnemental et nous avons présenté récemment un avis sur la justice climatique avec ma collègue Agnès Michelot. La justice climatique, c'est cette idée que bien sûr, il y a des pays plus vulnérables que d'autres qui généralement, et c'est une injustice, ne sont pas beaucoup émetteurs, mais c'est vrai aussi que dans les pays développés, c'est ça qui peut nous retenir notre attention, des pays comme la France ou les États-Unis, des pays développés, ce sont aussi les couches les plus, les moins favorisées de la population qui sont les plus sensibles, les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Alors, il y a aussi tous ces autres problèmes environnementaux qui sont des problèmes par eux-mêmes et qui sont largement amplifiés par le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la modification des écosystèmes, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement, et puis des phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer. Voilà, disons, l'Europe est au cœur disons, bien sûr aussi, est au cœur de ce réchauffement climatique avec cette caractéristique sur les précipitations, plus de précipitations sur les hautes latitudes, sans aucun intérêt réel, sauf des risques d'accroissement des inondations, d'autant plus qu'effectivement les précipitations deviennent plus intenses, mais à l'inverse, disons, moins de précipitations sur le pourtour méditerranéen, ce qui affectera les ressources en eau, les pratiques agricoles. On peut aussi penser évidemment aux réfugiés climatiques et le risque d'accroissement des feux de forêt. Pour la France, par exemple, on a maintenant des températures records, donc ça peut arriver qu'une fois par an, disons les journées les plus chaudes, qui sont plutôt de l'ordre de 43 degrés. Il faut voir que si on laisse aller la machine, dans la deuxième partie de ce siècle, nous pourrions avoir des températures de record de l'ordre de 50 degrés, voire plus. Donc ça n'arrivera qu'une fois par an, l'été le plus chaud qu'on connaîtra, mais ce sont vraiment des risques qui seront difficiles à affronter dans nos métropoles qui doivent se préparer effectivement à ces, disons, il y a un problème d'îlots de chaleur en plus. Au niveau européen toujours, multiplication du nombre de décès liés au réchauffement climatique, en particulier aux vagues de chaleur, une multiplication, vous voyez, dans certaines régions, de 30 à 40 fois plus importante que maintenant. Donc, c'est vraiment ces problèmes de santé et d'environnement sont aussi au cœur des politiques. Voilà, donc tout cela pour nous dire que je crois qu'on en est conscients tous que eh bien, ce scénario émetteur, il faut l'oublier. C'est ce qu'ont fait les décideurs politiques à Paris, au moins dans les textes, donc en proposant un scénario sobre qui nous permettrait de rester en deçà de 2 degrés, avec cette idée que si on adopte ces scénarios sobres, eh bien, il y a une capacité d'adaptation qui fera que pour l'essentiel, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Ce qui serait très, très difficile si nous laissions aller la machine, sinon impossible. La difficulté, et je vais passer rapidement la parole à Pierre, eh bien, c'est pour respecter cet objectif, eh bien, il ne nous reste plus que 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre, c'est-à-dire à peu près une vingtaine d'années au rythme d'aujourd'hui. Il faut utiliser moins de 20% des réserves de combustibles fossiles, soit maintenant au rythme actuel. Et disons, il y a urgence, c'est-à-dire que si on voulait vraiment avoir des chances de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, ce qui est inscrit dans l'accord de Paris, voire en deçà de 1,5 degré, mais il faut agir tout de suite. Il faudrait que le pic d'émissions des gaz à effet de serre soit plus tard en 2020 et nous n'en prenons pas le chemin. C'est bien le problème et la difficulté. Et là, je passe la parole à Pierre pour qu'il poursuive.